Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Analyse stratégique de la franc-maçonnerie. Copyright L'Harmattan 2010. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 13 184 2. EAN 9 782 296 131 842. Jean Favry. Analyse stratégique de la franc-maçonnerie. L'Harmattan. Du même auteur. L'éveil, de l'initiation au maître, Deutras AVS 1995. L'essor, du maître secret au grand élu de la voûte sacrée, Deutras AVS 1997. L'élan, du chevalier d'Orient au prince du Liban, Deutras AVS 1999. L'envol, du chef du tabernacle au souverain grand inspecteur général, Deutras AVS 2001. Tintin chez les initiés, Dervy 2001. L'espoir, vers une réforme de la franc-maçonnerie, Deutras AVS 2007, en 3 tomes. L'énigme, la franc-maçonnerie, une spiritualité pour agir. L'enjeu, pour une franc-maçonnerie libérative. L'essence, au cœur du rite maçonnique. L'étude, analyse des symboles, techniques de mise en application, exemples concrets, nombreux schémas, Deutras AVS 2010. La franc-maçonnerie, 3 clés vers la conscience, Grancher 2010. Introduction. À en croire les déclarations discrètes de quelques maçons qui sont ou ont été commandes des obédiences, à lire des articles prémonitoires sur l'avenir de l'ordre, à constater la disparition inexorable des frères anglo-saxons, l'on est amené à se demander si nous ne sommes pas menacés d'extinction, sous la joyeuse, conviviale et fort excellente apparence de la vie de nos loges et de nos obédiences. Car tout va bien vu de Sirius. Mais à y bien regarder, nous ne serions plus que dans la queue de la comète des mouvements humanistes, sous leur double aspect traditionnel, le social et le spirituel. Alors comme les 3 singes, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire? Ou bien ôter le bandeau et, chassant l'insu, affronter la réalité sourde. Fort bien. Mais encore faudrait-il que ceux et celles qui jouent les Cassandres n'en soient pas pour leurs frais. Après tout, leur convergence n'est peut-être que celle de leur subjectivité dictée par l'amertume, les déceptions, la lassitude? Non, il faut, croyons-nous, une démonstration, une analyse plus rigoureuse. Suivons en cela la raison, prônée par nos maîtres du siècle des Lumières. Imaginons que nous ayons à repositionner une grande organisation, association humanitaire, entreprise, ministère. Aujourd'hui, comment s'y prend-on systématiquement? On réalise une analyse, c'est-à-dire que l'on dresse un état des lieux et du fonctionnement, on remet à plat l'organisation, on l'interroge sur ses choix stratégiques en rapport avec les opportunités de l'environnement, on apprécie la pertinence de ses moyens et l'on évalue les résultats. Ainsi sont analysées les associations, les entreprises, les administrations, les clubs sportifs. Il y a toute bonne raison pour que la franc-maçonnerie agisse désormais, elle aussi, avec maturité. Après tout, qu'y a-t-il à craindre à faire ce bilan? Gageons que ce sera pour éviter le pire non advenu aujourd'hui, et promouvoir le meilleur en germe dans tant de loges. Qui ne le savent guère bien souvent. Analysons puisqu'analyse il y a. Et pour cela, menons aussi bien que possible les étapes de ce que l'on appelle, en sociologie des organisations, l'analyse stratégique qui s'applique à toute forme d'organisation. Le raisonnement est facile à suivre car il s'appuie sur un certain bon sens. Il égrène 6 questions liées que nous allons poser, libres de tout préjugé, à la franc-maçonnerie libérale, adogmatique. Quelle finalité vise la franc-maçonnerie? Quelle population correspond-elle à ces finalités? Quelles sont les demandes de cette population? L'offre actuelle de la franc-maçonnerie répond-elle à ces besoins? Quelle image l'offre maçonnique donne-t-elle? Quel type de gestion des loges et des obédiences cette offre et cette image entraînent-elles? Pour chaque question, nous ferons l'état des lieux. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce satisfaisant? Que faudrait-il faire? À chaque fois, nous appliquerons donc la grille suivante 1.
Vous le constatez, la grille est simple mais puissante. Elle passe en revue les questions de fond: finalité, population, demande, offre, fonctionnement et selon les cas les répartit en force ou faiblesse, opportunité ou menace. Force et faiblesse considèrent la maçonnerie en soi comme une structure. Opportunité et menace la situent dans son environnement, comme un système. Le projet et les actions qui en découlent s'appuient sur les forces et les opportunités pour pallier les faiblesses et contrer les menaces. Ainsi, croyons-nous, se dessinera une franc-maçonnerie réformée, prête à évoluer avec son temps et refuse de se laisser engloutir dans l'indifférence et l'indifférenciation de sa cousine américaine. Une franc-maçonnerie d'un nouvel âge peut-être, que j'appelle la franc-maçonnerie libérative, néologisme qui marque bien le changement, opérative, spéculative, libérative 2. Au fond, suivre ce raisonnement, c'est pour notre propos se rallier à cette sage parole de B. Spinoza. Ne pas oublier, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. En effet, devant l'état actuel de la franc-maçonnerie, on peut fermer les yeux, oublier et se contenter des aspects glorieux qu'elle fait en apparence briller. Effectif stable, intérêt des questions à l'étude des loges, diversité des obédiences, défense remarquable de la laïcité, compassion pour ceux qui souffrent. On peut aussi déplorer et maudire les rivalités et les excommunications, la pauvreté des travaux, l'image grand public déplorable, l'administration sclérosée et tentaculaire. Mais on peut enfin s'efforcer de comprendre les causes pour anticiper les conséquences. Pour proposer de nouveaux systèmes plus en phase avec notre époque. Si nous comprenons mieux les enjeux actuels de la franc-maçonnerie libérale, si nous analysons et au besoin renouvelons ses objectifs et ses moyens, nous aurons des chances d'avoir apporté un peu de lumière sur le devenir de notre beau mouvement humaniste. Avant de répondre à la première interrogation, énonçons 2 points capitaux. Premier point. Chacune des 7 questions n'apportera pas seulement des réponses abstraites mais aboutira à des propositions de changement effectif du fonctionnement maçonnique. Au total, une vingtaine d'actions nouvelles seront expliquées. Elles dessinent la franc-maçonnerie libérative. Deuxième point. Ces actions ne sont pas le fruit de l'imagination exacerbée ou de la verve réformiste de l'auteur. Elles existent déjà toutes, mais en vrac, sans lien encore, au niveau des organisations, obédience, loge ou aux niveaux individuels, pratique du rite, comportement du maçon. Or, toutes ces évolutions vont dans le même sens, le renouveau de l'ordre eu égard aux différenciations nécessaires et aux besoins actuels. Ce qui est nouveau, c'est la mise en cohérence de ces innovations, de ces essais dans la franc-maçonnerie libérative qui finit par réconcilier les 2 tendances historiques, le social et le spirituel, l'action militante et le développement de l'être. Cette grille bien connue des consultants en stratégie s'appelle sous son appellation d'origine, SWOT, soit Strengths, Weakness, Opportunities, Threats. 2. Ce néologisme libérative est dû à Gérard Loubignac. Il s'agit bien de libération, c'est-à-dire du dépouillement des métaux dogmatiques qui pèsent tant sur le plan collectif, rite, obédience, que sur le plan individuel, spiritualité. À ce titre, 1876 pour le Grand Orient de Belgique et 1877 pour le Grand Orient de France sont les actes de naissance de cette naissance libérative. La croyance en Dieu, révélée ou principe, n'était plus exigible. 1. Quelle finalité vise la franc-maçonnerie ? Cette question interroge les intentions de l'organisation, ici la franc-maçonnerie. Si elle ne sait pas où elle va, il y a peu de chances qu'elle y arrive. Les constitutions des obédiences émettent avec force et certitude des principes qui sont autant de déclarations de principes, des croyances que des buts. La dispersion du paysage maçonnique latin milite pour un socle commun de finalités plus précises. Elles seront alors susceptibles de fédérer les énergies et de procurer un horizon commun vers lequel progresser. Dussent les obédiences s'interroger plus avant sur leurs projets. Force, la franc-maçonnerie libérale à dogmatique 3 fait voisiner 2 tendances qui nous viennent de son histoire. La tendance philosophique parvenue au fil des décennies, initiatique. Elle a vocation, grâce au symbole, de développement personnel, et la tendance sociale entendue comme la réflexion sur la vie de la cité, voire l'action engagée. Aux extrêmes, ces 2 pôles sont bien séparés. D'une part, les loges strictement symboliques, d'autre part celles qui travaillent exclusivement sur la société. En fait, dans une majorité des cas,
les deux genres se juxtaposent, voire se mêlent complètement dans les constitutions des obédiences, la recherche de l'amélioration tant individuelle que collective. Ainsi, dans le chapitre 1 de la Constitution de la Grande Loge de France, les deux dimensions sont spécifiées, ordre initiatique traditionnel et universel, et, pour but le perfectionnement de l'humanité. Les nuances restent et c'est bien ainsi. Le Grand Orient de France par exemple n'emploie pas les adjectifs initiatiques et spirituels. Et on sait la répartition des choix entre ces deux obédiences, pour ne prendre que leur exemple. Il n'y a plus de querelle néanmoins. Les loges de la première obédience ont à travailler des questions annuelles sociales et celles de la seconde pratiquent le rite et un peu de symbolisme, voire pour certaines beaucoup plus. Cette diversité est une force. En outre, elle s'appuie sur un consensus profond sur les valeurs humanistes, de la tolérance à la fraternité, du respect d'autrui et de soi-même à la liberté d'expression, de la pratique de la solidarité au bien-être matériel. La liste serait bien longue des valeurs morales qui se veulent, et sont à notre avis, universelles. La force de la franc-maçonnerie est de n'avoir jamais dérogé à cette évolution éthique qui l'a menée de James Anderson à nos jours. Sur ce socle incontesté, commun, les obédiences, les loges peuvent choisir leur démarche pour inciter frères et sœurs à mener leur quête humaniste, à couleur spirituelle ou citoyenne. En particulier, maintes loges développent le goût pour la réflexion philosophique, c'est-à-dire la recherche de la sagesse. N'est-ce pas là un des vœux des maçons que de croître en sagesse ? Devenir celui-celle qui sait prendre du recul par rapport aux remous et conflits de la vie, qui éprouve une tranquillité d'âme et sait sans passion perturbatrice faire usage de la divine raison héritée du siècle des Lumières. Devenir un maçon sage qui, en même temps, est capable de ressentir des émotions profondes et de les faire connaître avec authenticité. Ce type d'initié correspond à l'idée que nous nous faisons d'un certain idéal humain. C'est une force car à travers cette allégorie, c'est la franc-maçonnerie qui donne du sens à ses adeptes et les exhorte à tendre vers cette figure idéale. Ce que nous avons pointé jusque-là, ressortit à la tradition maçonnique. Mais celle-ci n'est pas apparue un beau jour de juin 1717. Elle est le fruit d'un perpétuel remaniement, n'en déplaise à René Guénon et à sa tradition primordiale. Car l'ordre a toujours évolué. Un William Shaw, l'Écossais des statuts de 1599 et J.T. des Aguliers, l'Anglais inspirateur des constitutions de 1723, aurait du mal à s'y retrouver dans une tenue du droit humain avec à l'affiche une planche symbolique et un échange sur l'euthanasie. Pourtant le rite, les valeurs prônées auraient à leurs oreilles quelque familiarité. C'est cela des finalités fortes. Elles maintiennent l'universel, procurent l'image d'un frère, d'une sœur idéale et permettent l'adaptation à l'époque vécue. La franc-maçonnerie a su ainsi au cours de son histoire agréger les courants les plus divers. Le christianisme, l'idéologie newtonienne, l'hermétisme, l'alchimie puis la kabbale et l'occultisme. En même temps que la démarche expérimentale et le primat de la raison, la foi et l'athéisme enfin. Gageons qu'elle va être enfin capable d'accepter en son sein les apports qui la concernent de près, les sciences humaines, l'ethnologie, la sociologie, la psychologie pour se contenter des mots-titres. Force si nous avons vu juste ou faiblesse si l'ordre passe à côté. Faiblesse, le panorama éthique maçonnique est universel, soit mais aujourd'hui, à le promouvoir, la franc-maçonnerie n'invente plus rien et semble s'enferrer dans des lieux communs, d'une grande élévation d'âme certes, mais des banalités tout de même dans les démocraties occidentales. La majorité de la population souscrit aujourd'hui aux valeurs de respect, de dignité, de solidarité, de sagesse, de tolérance, de liberté de conscience, de bienfaisance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas dans nos sociétés une grande distance de la coupe aux lèvres. Les comportements ne sont pas toujours au rendez-vous des déclamations nobles. Ainsi la franc-maçonnerie n'a plus grand-chose à proposer. Elle est passée de la forge des valeurs nouvelles au patronage d'adultes bien pensants, 4 que quasiment personne ne songe à contredire. Aujourd'hui elle ne se renouvelle pas. Elle applique au sujet de société les finalités, les principes moraux qu'elle a édictés il y a plus d'un siècle pour les plus grandes obédiences. Mais peut-on en ce domaine aller plus loin ? Puisque ces valeurs sont universelles, ne sonnent-elles pas la fin de la recherche éthique ? Paradoxalement, à l'opposé de cette éthique universelle tendue vers l'avenir, une autre éthique sous-tend les principes actuels de l'ordre. La référence biblique,
Récit impressionnant des tribulations de quelques tribus sémitiques, sert de référence toujours à nombre de maçons. Sagesse obstinément ancrée dans le passé, révolue et dépassée. Des faiblesses sans doute qui briseraient l'enthousiasme de la découverte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.